Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les talks de Math Digital. Dans une ère où l'information est omniprésente, comment distinguer le vrai du faux? Je suis Morgane, la chargée de projet de Math Digital. Camille m'accompagne aujourd'hui et Bonjour. on invite Bertrand Alpas qui va nous parler de Math Digital, de son historique et de l'information scientifique. Bonjour Bertrand, Bonjour Morgane. est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bien, donc je m'appelle Bertrand Delpas. Je suis médecin addictologue et directeur de recherche émérite à l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Émérite, ça veut dire que je suis à la retraite, mais que je peux continuer à travailler donc, au sein de l'INSERM. Et donc Bertrand, comment toi tu es devenu chercheur et addictologue? C'est une longue histoire parce que quand j'ai commencé mes études de médecine, je ne savais pas que je deviendrais addictologue. Et ce sont des rencontres, des opportunités donc, au cours de la carrière. Moi, ce qui m'a toujours intéressé au départ, ce qui m'intéressait, c'était les questions comment ça fonctionne un corps humain, le métabolisme, son fonctionnement, les soucis de fonctionnement, comment on les répare, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut intervenir et qui va prendre le pas sur le métabolisme naturel, comment les traiter, etc. Et donc, moi, j'ai commencé dans mes études, j'avais fait des stages dans des laboratoires d'analyse, de biochimie, et le chef de service m'avait mis dans une équipe où on travaillait sur la mise au point d'une nouvelle méthode de dosage des protéines contenues dans le sang. Et les prélèvements provenaient essentiellement d'un service de maladie du foie. Et j'étais chargé donc d'aller dans le service pour recueillir des éléments cliniques. Et les personnes qui avaient les maladies du foie, 80%, c'était des maladies dues à l'alcool. Donc ça a commencé comme ça. Et en rencontrant ces personnes, donc je me suis dit d'abord, c'est même bizarre qu'il y ait un produit comme l'alcool qui puisse autant perturber les métabolismes. Donc pourquoi? Et puis d'autre part, j'étais, en quelque sorte, il y avait beaucoup d'émotions parce que donc, c'était rencontrer des personnes qui étaient en fait soumises en quelque sorte donc, à un produit. Et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait rien pour les aider. Donc c'est un petit peu parti comme ça. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer le directeur d'une unité de recherche INSERM, donc une unité de recherche qui travaillait sur le foie et les maladies. Et on s'est liés d'amitié. Et donc j'avais d'un côté le côté recherche parce qu'on discutait beaucoup, et puis le côté clinique. Et quand ce monsieur qui s'appelait Pierre Berthelot donc, a terminé son mandat de directeur d'unité de recherche, il a pris la tête d'un service hospitalier de maladies du foie et il m'a proposé de venir avec lui pour monter, d'une part, une unité de soins pour personnes en difficulté avec l'alcool et d'autre part, de travailler sur les protocoles de recherche. L'idée, c'était donc de faire toujours avancer les connaissances. Et alors ensuite, c'était un service où il y avait les trois pôles, le soin, l'enseignement, donc délivrer de l'information, et la recherche. Et moi, dans mes consultations, je recevais des personnes, bien sûr, je diffusais de l'information sur ce qu'était la maladie, comment elle survenait, etc. Donc Et, j'étais déjà dans le bain. et donc Bertrand, les personnes que tu recevais justement dans ces consultations-là, c'était quel type de personnes? Est-ce qu'il y a un type de personne qui t'a particulièrement marqué, des personnes que tu t'attendais pas forcément à voir? C'était qui en fait ces gens? Alors, il faut se reporter à plus de 40 ans en arrière. C'était un hôpital qui était dans le 7e arrondissement. C'était l'hôpital Laennec. Et il y avait une patientèle qui était très variée. Il y avait des personnes en grande difficulté. Et puis, il y avait la clientèle, enfin la patientèle plutôt du 7e, donc des gens plutôt guindés, majoritairement des hommes. Très peu de femmes à l'époque consultaient. Voilà, c'était un peu le profil. Et moyenne d'âge, c'était 40-50 ans. Très peu de jeunes. Et donc, on avait possibilité de les hospitaliser pour donc démarrer les investigations nécessaires et démarrer les soins. À l'époque, c'était très rudimentaire. Il y avait encore ce qu'on appelait les cures à l'espérale, c'est-à-dire que l'espérale, c'est un médicament qui fait vomir quand on prend de l'alcool. Ouais. Et donc ça, c'était en œuvre quand on est arrivé dans le service. Et la première chose qu'on a fait, c'est arrêter ces cures de punition, en fait, qui faisaient donc vomir. On avait
quelques autres produits à disposition qui donc permettaient de faire un sevrage en douceur. Après, c'était, tout comme aujourd'hui, la prise en charge psychologique, médicale et sociale. On était beaucoup plus, je dirais, fort en social auparavant, parce qu'il y avait beaucoup d'aides, d'abord des aides de prise en charge quand les personnes étaient en difficulté financière, et également je dirais, des aides, il y avait des vestiaires, il y avait de la nourriture, des choses qui ont complètement disparu aujourd'hui. Et du coup, pour revenir sur la méthode qu'il y avait un peu avant, c'était juste un médicament qui fait vomir, mais on Oui, soigne alors pas c'est un l'alcool. médicament qui, en fait, va inhiber une partie du métabolisme de l'alcool Ouais, et qui, donc, l'alcool, il est métabolisé, enfin plutôt l'éthanol, puisqu'il faut parler d'éthanol, pas d'alcool, métabolisé en un produit qui s'appelle l'acétaldéhyde, qui est un produit extrêmement toxique, et puis ensuite en acétate, qui est moins toxique. Et donc le médicament, il bloque la ok, transformation ok. d'acétaldéhyde en acétate, et l'acétaldéhyde, c'est quelque chose qui, quand il y en a beaucoup dans le sang, provoque des rougeurs de la face, des malaises, donc, et des nausées et des vomissements. Donc c'était un malaise provoqué en quelque sorte. Donc la punition s'ajoutait à la punition de celle, donc Du conséquence, manque. donc voilà. Hmm, ok. Et c'était pas efficace. Je pense Oh. pas que ce soit efficace. De toute façon, bon, nous, on n'a pas du tout pratiqué non plus. Mais il faut dire que si on revient un peu à l'historique, à l'époque, aussi, il y avait des méthodes où, pour éviter donc les complications liées au sevrage d'alcool, on injectait de l'alcool carrément dans les veines. Ça se faisait beaucoup dans les services de chirurgie, donc en préopératoire, pour être tranquille, qu'il n'y ait pas un problème de sevrage pendant l'intervention. Loup, on faisait ça s'appelait le curéthyl qu'on injectait. Donc éthyle, éthanol. Et c'était de l'éthanol pur? Oui, enfin, dilué, non, c'était pas à 100%. Non, non, c'était du 30 ou 40%, mais c'était une dose suffisante, c'était des bonnes doses, mais donc tranquille. Ok. Et donc ensuite, donc suite à ton passage... Alors ensuite, il y a eu, donc je suis resté pendant plus d'une quinzaine d'années dans ce schéma. J'avais déjà, donc j'ai embauché à l'INSERM en 1985 comme chargé de recherche. Et quelques années après, et ça me fait penser à Mad Digital d'ailleurs, on m'a proposé d'animer ce qu'ils appelaient à l'époque, c'était les ateliers INSERM Jeunesse. Et donc, il y avait, en fait, c'était des jeunes qui participaient, c'était 2-3 jours, des ateliers qui en général étaient en province, et c'était sur un thème, des jeunes qui étaient intéressés par la recherche et qui avaient comme perspective, je dirais, de devenir chercheurs. Et il y avait un atelier dont le thème, c'était la dépendance aux produits et la dépendance à l'alcool. Et donc, on m'avait proposé d'animer cet atelier, ce que j'ai fait. Après, je me suis orienté donc, au siège pour animer la recherche donc, sur l'alcool. Donc, je me suis occupé de ça pendant plus d'une dizaine d'années, au niveau national et au niveau international, puisqu'on avait monté un partenariat avec la branche du NIH aux USA, qui s'appelle le National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse. Et tous les ans, on organisait des partenariats, des réunions, soit à Paris, soit à Washington, où on mettait ensemble des chercheurs pour qu'ils travaillent ensemble sur des projets. Et ça a assez bien marché, ça. Et donc ça, c'était à partir des années 2000, 2001, 2002. Et quand on dit animer, c'est quoi? C'est être un peu au courant de l'état de la recherche? Alors, animer, c'est d'abord, il y avait de l'argent à l'époque. Il y avait de l'argent, donc parce que le directeur général, enfin, les modalités de financement étaient complètement différentes, je dirais, parce que l'INSERM avait un budget et c'était donc les projets de recherche, c'était l'INSERM qui les gérait. Et donc il y avait une partie du budget qui avait été mise donc dans ce qu'on appelait le programme national de recherche alcool, voilà, où donc il y avait des appels d'offres et moi j'étais chargé de donc proposer les thèmes et gérer donc les candidatures, les projets. Donc il y avait des projets qui étaient déposés chaque année, par exemple, et Exactement. de dire, voilà, ça sera vous qui aurez le Exactement, budget, voilà. vous qui aurez le budget, ok. Voilà. Et puis donc au niveau international, donc il y avait un budget aussi, et il fallait que je sollicite des équipes de recherche en France
Il y avait ma partenaire aux États-Unis qui faisait la même chose. Puis on se réunissait et on essayait de travailler en commun. Et puis dans les débuts des années 2010, donc j'ai fait la connaissance d'une association qui s'appelle l'Arbre des connaissances, toujours donc au sein de l'INSERM. Et donc j'ai été initié, j'ai plutôt pris connaissance avec le programme Apprenti chercheur, donc qui était développé par l'association de l'Arbre des connaissances, donc un programme qui fait rentrer des jeunes dans des labos de recherche et qui vont travailler dans des labos de recherche pendant l'année pour découvrir la recherche, mener des protocoles et s'initier au métier de chercheur. Et donc, avec l'association, j'ai développé un programme apprenti-chercheur addiction, où là, donc, j'ai sollicité des laboratoires qui travaillent sur l'addiction sur le territoire français. Bon, ils ne sont pas nombreux, mais n'empêche, ils ont tous répondu présent à l'appel. Et ainsi, on a monté pendant 7 années de suite des jeunes qui rentraient dans des laboratoires et qui travaillaient donc sur des projets, qui manipulaient eux-mêmes des projets qui étaient bien sûr supervisés par des seniors. Et on s'est très vite aperçu que c'était super. Les étudiants, ces lycéens et collégiens, ils étaient très contents, mais qu'on formait en quelque sorte, on en faisait profiter un tout petit nombre, puisqu'au maximum, on a eu 13 équipes d'accueil et le maximum de lycéens, on en a eu 36. Donc, ce n'était pas beaucoup. Ça, c'était un projet qui était financé par la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Ça ne s'appelait pas encore 1000 DK à l'époque, qui nous donnait un budget qui était ensuite donné aux équipes d'accueil pour le matériel, etc., et pour le travail supplémentaire que ça leur donnait. Et ensuite, on a réfléchi, et toujours avec la MILT, on s'est dit, pour diffuser de la connaissance scientifique, pour faire autrement, il faut passer au numérique. Et donc, c'est ainsi que on s'est mis à travailler sur le projet Maths Digital. Sorti en quelle année, du coup, Maths Digital ? Alors ça, on a commencé à travailler à partir de fin 2014. On a travaillé avec la présidente de l'association, Morgane Lebras, qui doit être derrière moi, cachée, et puis Isabelle, qui est ici présente. On avait celui qui était le poste que tu occupes aujourd'hui, donc Jérémy, et un informaticien, Mathias, qui nous a aussi beaucoup aidé dans la conception du site. Voilà, qui a bougé aujourd'hui, mais voilà. Les bases, c'était ça. Et le site, il est sorti en quelle année ? Le site, il a été ouvert en novembre 2016. Et donc, comme tu le dis, le site, il a été ouvert en novembre 2016 et il y a eu beaucoup d'évolutions sur Maths Digital, des évolutions dont tu as été témoin. Est-ce que tu pourrais un peu nous retracer l'historique de Maths Digital, justement, après ces discussions avec la MILT, anciennement MILDK, après ces discussions avec, en effet, la présidence de l'association, tout le processus apprenti-chercheur, addiction, etc. Qu'est-ce qui s'est passé sur Maths Digital ? Parce qu'en fait, Maths Digital, finalement, on est parti de rien pour aujourd'hui avoir quand même une belle audience, toucher notre public cible, même toucher d'autres publics. Donc, en fait, ta perception à toi de l'évolution de Maths Digital et de son histoire, comment tu pourrais nous l'expliquer ? Oui. Revenons un petit peu en arrière. Quand on a songé à Maths Digital et à l'idée de monter un site, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est nécessaire ? Comment ça peut être pris ? Et donc, la première chose qu'on a montée, c'est qu'on a monté une enquête auprès des lycéens et des collégiens, une enquête papier, pour leur demander comment ils percevaient les informations scientifiques, est-ce que ça les intéressait, par quel canal ils s'informaient, qu'est-ce qu'ils pensaient. Il y avait beaucoup de choses sur le web déjà, parce qu'on était donc 2014-2015. Qu'est-ce qu'ils pensaient des informations ? Est-ce qu'ils s'y retrouvaient ? Est-ce que ça les aidait quelque part dans leur réflexion ?
Qu'est-ce qu'ils pensaient si il y avait un site où il y avait des informations validées provenant de structures de recherche, etc. On a interrogé, on a eu plus de 600 réponses et on a été convaincus que c'était un bon choix de monter un site qui soit donc mené par des chercheurs, hein, puisque les jeunes avaient répondu que avoir des informations validées, ça les aiderait donc à se positionner face aux produits. Et donc, on a monté un dossier, enfin, moi, j'étais le principal rédacteur, on était les 4, en s'appuyant sur une théorie, c'est la théorie IMB, c'est Information, Motivation, Behavior. Information, motivation, comportement. Et c'est une théorie qui avait été appliquée dès le début de l'épidémie de sida. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les personnes qui étaient contaminées par le sida ont beaucoup œuvré pour faire avancer les connaissances et elles réclamaient de l'information, une information qui les a aidés, je dirais, à se comporter donc, face donc, au risque. Donc on a appliqué cette théorie en se disant, nous, on ne veut pas faire de prévention stricto sensu, on veut être en amont de la prévention, donner de l'information qui permet de réfléchir. On vous donne les clés, à vous de les mettre dans la serrure qui vous convient. Voilà. Donc, et ça, c'est la ligne éditoriale de MAD. MAD donne de l'information scientifique validée. Alors, au départ, on est parti, on était très ambitieux et on avait le canal écriture où pendant les 18 premiers mois, on éditait un article par semaine. C'est colossal. C'est quoi un article exactement? Tu peux donner des exemples? Un article, par exemple, troubles du sommeil liés à l'alcool. Ouais. Donc c'est un article. Les articles, à peu près, c'est entre à peu près 3 pages dactylographiées, ouais, donc qui nécessitent, on en reparlera peut-être tout à l'heure, donc comment on écrit un article pour MAD Digital. On avait la partie écriture et on a eu très vite la partie vidéo, où là, on a pu monter, je ne suis pas trop bon moi, en images, etc., mais enfin avec des dessinateurs, des vidéastes, où là, on s'occupait, et moi j'étais référent en ce qui concerne les scénarios, mais pas tout seul, puisque j'avais l'avantage de connaître tout le monde dans le milieu addicto, dans le milieu de la recherche, donc j'ai pu solliciter des collègues, parce que bon, je ne suis pas omniscient, et donc il y avait des collègues qui étaient plus spécialisés dans tel ou tel domaine. Voilà. Donc on a pu monter ainsi donc, des vidéos, et avec un mode de fonctionnement qui est toujours le même aujourd'hui. Donc quelqu'un qui écrit, en général c'était moi, on pouvait avoir aussi d'autres collaborations, un comité de rédaction, donc hebdomadaire, dans lequel on discute les articles qui vont être diffusés, et également on discute aussi des thèmes qu'on veut aborder. Voilà. Et donc ça, c'est la routine, hein, donc un comité de lecture, donc une fois par semaine. Ensuite, le site a évolué, on s'est rendu compte que un article par semaine, c'était un travail titanesque. Ouais. Il faut dire qu'aussi à l'époque, moi j'étais en activité, donc je m'occupais de la rédaction des articles pour MAD Digital, mais j'avais aussi autre chose à faire. Donc ce qu'on est passé, au bout de 18 mois, à donc un article ou une publication, disons, parce que ça peut être aussi une vidéo, ça, donc tous les 15 jours. Ensuite, on s'est encore diversifié, parce que donc on avait le côté vidéo, on avait le côté article, on a commencé à mener aussi des interviews, on a aussi, grâce à Isabelle, donc travaillé sur les bandes dessinées, hein, qui est aussi un support qui est maintenant on a aussi maintenant, ça va être les podcasts. L'idée, c'est d'avoir un maximum de canaux de diffusion dont notre cible, parce que la cible, je n'ai pas précisé, la cible de MAD Digital, c'est tout de même initialement les 13-25. 13-25 ans, dans la mesure où une ligne de la MILT, qui est devenue la MILDECA, il
il faut retarder au maximum l'entrée en contact avec les produits, donc les substances potentiellement addictives. Plus on attend, plus on protège son cerveau d'ailleurs, et moins il y a de risque de basculer ensuite vers l'addiction. Moins il y a de risque. Pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais moins il y a de risque. Donc cible 13-25. Et puis on s'est vite aperçu que je pense que c'est lié à la qualité des informations et la facilité que les professionnels aussi s'en emparaient. Ce qui a conduit, dans un premier temps, on a travaillé avec la direction, donc avec le ministère de l'Éducation nationale, où on avait un partenariat avec une cellule qui avait été montée donc, par le ministère pour voir comment les professeurs, donc particulièrement de sciences naturelles, pouvaient s'emparer donc, des contenus de maths digitales et les insérer dans les programmes d'enseignement. Et puis ensuite, donc, on a pensé, ça a mis un certain temps de gestation, à développer donc, un site professionnel, un espace pro, qui a été ouvert récemment, hein, et dans lequel on met des informations qui ressemblent largement à celles qui sont accessibles en public, mais avec des petits plus qui intéressent particulièrement les professionnels. On peut le dire tout de suite, les professionnels peuvent s'inscrire sur le site de Maths Digital pour avoir accès à du contenu spécifique. Tout à fait. Et exclusif. Est-ce qu'on peut parler un peu en termes de chiffres, d'audience, sur presque 10 ans de Maths Digital? On parle de combien, quel public est touché? Est-ce que tu as un peu Alors, bon, je ne suis pas très bon dans ces stats. Ouais. Je crois que, d'abord, on a une difficulté, c'est qu'on ne peut pas obtenir savoir les moins de 18 ans, donc on ne peut pas, on ne sait pas. Donc c'est plus, Ouais. on sait plus ce qui se passe au-delà, hein, où on a, et là, j'aurais plutôt parlé sous la couverture d'Isabelle, parce que et de Morgane, parce que c'est vous qui détenez les chiffres, et presque je préférerais que ce soit vous qui répondiez à la question. Non, mais réellement, moi, j'ai pas les chiffres les plus actuels en tête. Je sais que c'est très fréquenté. En effet, c'est très fréquenté. Ouais. On est autour de 800 000, 900 000 visiteurs uniques par an sur Maths Digital, avec effectivement des pics des pics lors d'une diffusion d'un article, par exemple, que Bertrand, tu as écrit, diffusion d'une vidéo, ce genre de choses. Donc, on est sur une très belle audience qui est stable dans le temps et on espère qu'il va croître de jour en jour. Et donc, Bertrand, pour revenir à ton interview, est-ce que tu pourrais nous donner rapidement les principaux rôles de Maths Digital? Alors, Maths Digital, l'objectif, c'est de diffuser de l'information scientifique validée. Maths Digital, donc, on se met au fait des connaissances les plus récentes, on en fait une synthèse, on diffuse, mais on est neutre. On est neutre, c'est-à-dire on ne prend pas position. Maths Digital ne prend jamais position. Maths Digital donne les clés. Hein, et ensuite, c'est à chacun de se positionner. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est ce mot validé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, on vient, c'est en gros comment on rédige un article pour Maths Digital. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je rédige un article pour Maths Digital comme si je rédigeais un article pour une revue scientifique que je vais soumettre pour publication. Un article scientifique, on fait une expérience, on a des résultats, on écrit la procédure, pourquoi on a fait ça, la procédure, les résultats, on discute. L'article, il est ensuite soumis à une revue qui, elle-même, soumet cet article à d'autres chercheurs, qu'on peut appeler des experts, si on veut, des experts du thème. Et ces chercheurs, ils vont lire l'article, ils vont le critiquer. Ils vont dire, c'est OK. Est-ce qu'il y a des critiques mineures? Ça peut être des critiques... Ou est-ce qu'il y a des critiques majeures? C'est-à-dire, là, vous présentez ce résultat, en êtes-vous sûr? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ceci ou cela? Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire une expérience, si nécessaire?
Donc, il y a des allers-retours avec les comités de lecture et au final, l'article, il est accepté ou non pour publication. S'il est accepté, ça veut dire qu'il a été relu et ça a été validé. Voilà. Le taux d'acceptation pour les très grandes revues, c'est de l'ordre de 10 à 15% seulement. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai filtre. Hein. On ne veut pas raconter de bêtises. Il y a des erreurs, hein, puisqu'on voit Bien sûr. de temps en temps des articles qui sont retirés de publication parce que, pour une raison X ou Y, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, donc en fait, ils n'ont pas été bien validés. Et Math Digital, c'est pareil. Alors, Math Digital, moi, ce que je fais, c'est on définit un thème. Je fais ce qu'on appelle la bibliographie, c'est-à-dire que je vais chercher dans les grandes bases, dans des grandes bibliothèques, qu'est-ce qui a été publié sur le thème, en prenant soin de favoriser les données les plus récentes. Logique, puisqu'on veut. Et donc, je ne prends que des articles qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Donc, je pars du principe que ce sont des résultats qui sont validés. Okay. Donc, je suis assez à l'aise puisque je n'invente rien. Hein, et donc, j'écris mon article. Ensuite, il est passé en comité de rédaction, qui est un autre comité de lecture, mais qui, là, ça va être plus sur la compréhension dans la structure de l'article tel que je l'ai écrit, dans sa fluidité, dans sa logique, dans les mots. Hein, et certaines fois, donc, on peut avoir des discussions de longue durée sur certains mots, certaines informations, et ensuite, voilà, il est validé. Donc, on part du principe, et là, c'est très clair, on a certaines fois des chercheurs qui écrivent pour Math Digital, qui s'appuient sur des articles qui n'ont pas été publiés, et bien c'est non, pas question. Et je me posais la question, est-ce que du coup, sur les 10 ans et tous les articles qui ont été publiés, avec l'évolution de la science, il y a des articles qui sont mis à jour, qui sont corrigés, comment ça se passe ? Tout à fait. Effectivement, la science, elle progresse tous les jours. Pour donner une idée, moi, j'ai ma veille bibliographique avec des mots-clés, alcool, cannabis, héroïne, marijuana, ecstasy, etc. Tous les mois, on a plusieurs centaines d'articles qui sont publiés. Ouais. Ils ne sont pas toujours très intéressants. Néanmoins, on veut dire qu'il y a beaucoup. Donc oui, effectivement, donc on reprend à distance, et là d'ailleurs on va avoir une grande mise à jour pour la rentrée, sur les mécanismes des addictions. C'était un des premiers gros articles qu'on a publié dans MAD, que j'avais écrit avec un chercheur canadien. Et près de 10 ans après, on s'est dit, il faut voir qu'est-ce qui a bougé. Et donc, on a repris cet article avec le même chercheur et un autre collègue qui travaille à Cambridge. Et donc, on va avoir au mois de septembre une révision, c'est-à-dire d'une actualisation de ce qu'on sait de plus sur les addictions. Et donc, du coup, là, tu nous as parlé d'articles, d'infographies, de vidéos, de bandes dessinées, de dossiers. Est-ce que toi, sur tout l'historique de Math Digital, il y a un dossier, un article, une vidéo, un contenu qui t'a vraiment marqué, que tu l'aies produit ou que tu ne l'aies pas produit, hein, d'ailleurs. Ça peut être un contenu que tu aies juste lu, vu, regardé. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué en termes de contenu sur MAD ? Je dirais qu'il y en a deux. Plutôt que un. Il y en a un, c'est le dossier sur la mémoire, qui était passionnant à écrire, passionnant, réellement. J'ai écrit avec des collègues qui sont à Caen, et à Caen, il y a une grosse unité de recherche, INSERM et CNRS sur la mémoire. Et on a écrit ce qu'est les connaissances sur ce qu'est la mémoire, et également l'impact des diverses substances sur les différents types de mémoire. Passionnant. Et il y a un autre thème, un article qui m'a beaucoup intéressé et qui va être repris d'ailleurs dans la révision du dossier sur les mécanismes. C'est la bascule du comportement, qui est un comportement, je bois un coup, je fume un pétard,
Bon, et puis voilà, je m'arrête. Le comportement récréatif, comme on dit, au comportement addictif. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, à la fois sur le plan, je dirais, neurobiologique, mais également, bien sûr, sur le plan du comportement. C'est-à-dire comment, progressivement, on se lie les mains, donc, et que après, on a beaucoup, beaucoup de difficultés pour trancher le nœud. Ouais. Donc ça, je crois que c'est une des clés, à mon avis, et c'est là où, le jour, on aura parfaitement décrypté ces mécanismes, on trouvera le moyen, je dirais, pour couper les liens et revenir donc à un comportement maîtrisé, le problème d'addiction sera réglé. Tu penses qu'on va y arriver à trouver ça? Bon, bien sûr, bien entendu, je ne sais pas quand, mais on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, on met les liens des 2 articles dans la description pour que vous puissiez y accéder directement. Et si tu pouvais, Bertrand, décrire Maths Digital en 3 mots? Juste 3 mots, ouais. ça va être difficile, ça. Je sais. Je pense que j'en mettrai 4. Oui, mais d'accord, 4. D'abord, premier mot, c'est acceptabilité. C'est-à-dire, acceptabilité, c'est dans le sens de plutôt facilité. Facilité d'accès à l'information par le biais des divers canaux donc, qui ont été mis en place pour la diffusion. Et facilité de s'approprier l'information. Je pense qu'il y a des gros efforts qui sont faits pour que l'information, même si elle est complexe, parce que c'est aussi un de mes objectifs de dire il faut délivrer de l'information complexe, on n'est pas là pour faire du truc basique. Maths Digital, c'est donner de l'information qui est complexe, à nous de faire en sorte donc, que le message puisse passer, qu'on puisse la vulgariser. Le deuxième mot, c'est la variété. La variété à la fois dans les sujets qu'on aborde, puisqu'on couvre toutes les addictions, et puis également, on va de l'étage très haut de la neurobiologie, où on peut descendre un peu sur des aspects légèrement cliniques, et puis des aspects de traitement. Le troisième mot, c'est la validité de l'information dont on a parlé tout à l'heure. Là, bon, ce qui est écrit, c'est crédible. Vous pouvez avoir confiance dans Maths Digital. On n'a rien inventé. Et le quatrième mot, c'est la neutralité, dont on a déjà parlé. Maths Digital donne de l'information. Maths Digital ne prend pas position. Maintenant, vous avez les éléments, faites-en ce qui vous semble nécessaire. Et si tu avais 17 ans, ça serait quoi ton article préféré sur Maths Digital? En fait, je l'ai déjà dit. Hein. Si on prend sur le plan neurobiologie, l'article préféré, pour moi, c'est cette bascule du comportement donc, contrôlé donc, à l'habitude. Ça, c'est quelque chose que je trouve complètement fantastique. Mais comment, parce qu'en plus, bon, ça, si on fait une parenthèse, c'est ce qui régit en fait le comportement. On a des comportements donc effectivement bien centrés, on veut faire ci, on veut faire ça, puis on a des comportements d'habitude. Et comment un produit peut... C'est là l'origine. Il n'y a pas que les produits, parce qu'on a aussi maintenant, on sait qu'il y a des addictions, des comportements addictifs. Et comment ça peut arriver à nous conduire vers quelque chose, à prendre le contrôle de l'individu. Ça, c'est extraordinaire dans le sens, c'est très dommageable, mais c'est stupéfiant. C'est ce phénomène où c'est ça, ce que tu disais, le pétard en soirée, jusqu'à fumer quand on se réveille le matin. Exactement. Ouais. Et comme on arrive de là... Ne pas savoir s'arrêter et devenir avoir le besoin. On a le besoin et ce besoin, on ne peut plus lui dire non. Merci beaucoup, Bertrand, de t'être prêté au jeu de l'interview. Merci beaucoup, Camille, de m'avoir accompagnée sur cette interview. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir regardé cette interview. Et bien sûr, pour avoir accès à toujours plus d'informations scientifiques et validées sur les addictions, rendez-vous sur Maths Digital. Le lien est en bio. Et bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. À très bientôt.